J'ai toujours eu cette âme d'entrepreneur, je pense. Que même quand j'étais salarié, j'avais des réflexes d'entrepreneur. Je me suis retrouvé du jour au lendemain sans rien. C'est-à-dire que ma carte bleue, elle ne passait même plus au rail pour prendre un McDo. Pendant 1 an et demi, je me payais pas. ML Production, c'était mon mot de passe de tous mes réseaux depuis que j'ai 15 ans. Parce que ça a toujours été en moi ce que ML Prod en fait. Et pour moi, c'est hyper important de savoir faire beaucoup de choses dans ta boîte et dans ton modèle. Toujours déléguer ce que tu maîtrises. Ma mère, je lui demandais à Noël des caméras. J'ai toujours été un passionné de vidéos, de montage, de tout ce qui se passait à la télé. C'est pas des créateurs de contenu, les entrepreneurs. Soit il faut qu'ils se fassent accompagner par des experts comme moi, par exemple, ou soit il faut qu'ils se forment à ça. Comment veux-tu demander à quelqu'un qui n'est pas créatif de créer du contenu? C'est pas son truc. J'étais encore en colocation il y a 1 an et demi. Les équipes avec qui je bosse, je veux bien les mettre. Ils vont être loyaux avec moi parce qu'ils m'aiment bien, parce qu'ils sont loyaux, mais parce que aussi je les paye bien. Tu vois, c'est ça le secret. Ouais. J'ai l'impression qu'on s'écoute plus. Ouais. J'ai l'impression qu'on a perdu cette humanité. Prenons le temps d'écouter les gens. Si t'es vraiment ami et t'aimes vraiment une personne, que ce soit ton client, ton ami, ta famille, écoutons les gens vraiment. Il n'y a pas plus puissant que de savoir comprendre et écouter l'autre. Écouter ton client, comprendre ses besoins. C'est ça. Hey, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Le jeu de la vente, destiné aux entrepreneurs et aux commerciaux qui veulent booster leur chiffre d'affaires tout en s'amusant. Je suis ton hôte, Oureille. Comme tu le sais, je suis mariée, maman, conférencière, auteure et entrepreneur. J'ai un cabinet de conseil en performance commerciale qui accompagne notamment les entrepreneurs ainsi que les équipes commerciales dans leur stratégie d'acquisition, de conversion et de fidélisation. Pour résumer, c'est simple, j'aide les entreprises qui gagnent de l'argent à gagner encore plus d'argent. Et aujourd'hui, je suis ravie d'avoir un nouvel invité spécial dans mon podcast Le jeu de la vente qui est Lucas. Bienvenue à toi Lucas, comment vas-tu? Merci Aurélie pour cette intro. Avec joie. Eh ben écoute, ça va, tout va bien. Je suis très content que tu me reçois dans ton podcast. Ça me fait trop plaisir. Je ne sais absolument pas de quoi on va parler aujourd'hui. Et je suis venu en mode vraiment natural, tu vois. C'est parfait. L'objectif du podcast, en fait, une fois sur deux, c'est de prendre un parcours inspirant, d'accord, un entrepreneur qui fait de belles choses pour vraiment mettre en avant cet entrepreneur dans le podcast et le faire découvrir à ma communauté. Et surtout, qu'il nous raconte son parcours, comment il a fait pour en arriver là et partager des tips tout simplement aux personnes qui vont nous regarder ou nous écouter parce que c'est également un podcast audio. Yes. Et donc derrière, voilà, les inspirer vraiment à croire que tout est possible et que peu importe d'où l'on vient, il est possible de faire de belles choses. Ah ben ça, on c'est a sûr. hâte d'en savoir plus sur ton parcours, Lucas. Déjà, Merci. pour commencer, pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui est Lucas Malo? Eh ben, Lucas Malo, c'est un jeune entrepreneur qui a démarré à 16 ans. Moi, j'ai arrêté l'école très très jeune. J'ai fait 6 ans en tant que salarié dans le milieu de l'influence marketing. Donc à la base, on parlait même pas d'influenceurs, on parlait de candidats de télé-réalité. C'était vraiment le début de l'influence, les premières personnes à monétiser leurs réseaux sociaux. Donc j'ai fait partie, c'était 2016, des premiers influenceurs en fait en France, quand ce marché-là, il arrivait en France. Et depuis 2 ans et demi, j'ai fondé ML Production France, une société de production où on accompagne des créateurs de contenu, des personnalités de la télé et des entrepreneurs dans leur personal branding et surtout dans leur concept YouTube. On développe des concepts YouTube, des différents concepts, que ce soit des podcasts, des émissions, et on gère toute la stratégie de A à Z. Waouh! Hyper intéressant. Je pense qu'on va parler de pas mal de choses qui vont avec aider plaisir. et inspirer la communauté. Mais déjà, qu'est-ce qui t'a amené à créer ML Prod? Alors moi, ce qui m'a amené à créer ML Prod, c'est moi depuis petit, je suis un passionné. Je suis un passionné de vidéos. Quand j'avais 10 ans dans ma chambre, ma mère, je lui demandais à Noël des caméras, je lui demandais à Noël des ordinateurs. Bon, elle n'avait pas trop les moyens de me les offrir, mais heureusement qu'il y avait un peu mon père de l'autre côté, parce que je suis issu d'une... Enfin, mes parents sont séparés en fait. Donc j'avais ma mère qui gagnait pas beaucoup sa vie, qui était femme de ménage et qui avait des salaires... très très bas en fait en réalité, donc je sais ce que c'est le fait de manquer, puisque j'ai manqué en étant plus jeune avec ma mère. On habitait dans un studio, après dans un 2 pièces, j'étais trop content parce j'avais enfin ma chambre, tu vois. Et mon père qui gagnait bien sa vie de l'autre côté, et il avait une maison, et il était entrepreneur. Et voilà, j'ai toujours été un passionné de vidéos, de montage, de tout ce qui se passait à la télé. Moi, quand je regardais la météo, je regardais pas les températures, je regardais comment c'était fait, je me posais des questions dans ma tête, le fond vert, l'incrustation, tu vois, j'étais vraiment le geek depuis petit. Et pourquoi j'ai fondé ML Production France? Parce que quand j'ai tout arrêté au niveau du salariat, j'ai quitté le salariat parce que j'étais dans une société où à la fin c'était très compliqué pour cette société, et du coup j'ai préféré partir. Et je me suis retrouvé du jour au lendemain sans rien. C'est-à-dire que ma carte bleue, elle ne passait même plus au rail pour prendre un McDo, même pour 2 €. Ma carte, elle était bloquée. J'étais à découvert, j'ai tout perdu du jour au lendemain.
Mais j'avais une chose que j'avais pas perdue, c'était ma passion. J'étais toujours passionné. Je prenais mon téléphone, je faisais des vlogs, des montages, je montais des vidéos pour tous mes potes, je leur montais des vidéos gratuites. J'étais un vrai passionné. Et ça, j'ai toujours eu, même si j'avais tout perdu là il y a quelques années, il y a 2 ans et demi avant de fonder ML Prod. Et je me suis dit, mais attends, Lucas, t'as des connaissances, t'as du réseau, t'as une passion, crée-en un business en fait. Et j'ai commencé avec ma première cliente, c'était Laura Lampica, de la télé-réalité des Marseillais. Et j'ai développé sa chaîne YouTube, ça a cartonné, on a fait des scores de fou, on a gagné de l'argent avec YouTube, on a gagné de l'argent avec les marques. Et je me suis dit, ok, on va faire ce modèle plusieurs fois. Donc après, j'ai signé Jessica et Thibaut, j'ai signé plusieurs candidats de télé-réalité. Et ensuite, j'ai signé des talents de la télévision, comme Christina Cordula. Je travaille aussi avec Laurence Boccolini. Je travaille aussi avec Shera, qui est une youtubeuse. Et voilà. Et de fil en aiguille, comme ça, j'ai développé mon parcours, ma carrière dans l'entrepreneuriat et dans la production. Excellent. Donc déjà, tu avais des prédispositions. Déjà depuis enfant, tu t'intéressais beaucoup c'était une passion. À tout ce qui est l'audiovisuel. Tu es né avec. Ouais. Derrière, tu as eu une expérience terrain où en tant que salarié, du coup, tu as joué le jeu, on va dire, de l'entreprise qui t'a embauché. Exactement. Et ensuite, quand cette aventure s'est terminée, c'est là où en fait ça a ouvert la voie pour l'entrepreneuriat. Est-ce que tu savais déjà que tu allais entreprendre, que tu allais créer par exemple cette société-là, ce type de société? Ouais, je l'ai toujours su. Alors peut-être pas ce type de société, mais j'ai toujours su que j'allais entreprendre parce que même quand j'étais salarié, j'avais des réflexes d'entrepreneur. Tu vois, ma patronne, elle me demandait un truc, je me prenais pour le patron, je lui faisais des récaps, je me prenais pour le CEO de la boîte en fait, et elle aimait ça en fait, elle appréciait ça parce que j'étais comme un bras droit en fait en réalité. Maintenant je m'en rends compte, j'étais très force de proposition. Des fois on me reprochait carrément de donner trop mon avis en fait, tu vois. Donc mais j'ai toujours eu cette âme d'entrepreneur, je pense. Je pense que tu l'as ou tu l'as pas en fait, hein, le côté un peu leader. Et je me rappelle à l'époque, donc quand j'ai commencé mon parcours en tant que salarié, j'étais stagiaire. J'ai arrêté l'école à 16 ans. Je suis rentré dans cette boîte, j'étais stagiaire. Et j'ai fini responsable planning. Je gérais tous les plannings des influenceurs et le commercial aussi. Et j'avais une équipe en dessous de moi de 3-4 personnes. Je gérais 3-4 personnes. Donc j'ai toujours eu ce côté un peu leader en moi, ouais. Donc je savais que j'allais entreprendre. Et d'ailleurs, j'ai entrepris aussi pour ça. Pas que pour l'argent, mais parce que j'étais frustré. Parce que je pouvais pas faire ce que j'avais envie de faire. Parce que tu sais, quand tu as une patronne ou un patron, tu as des idées, mais c'est pas toi qui décide le point final. Donc tu es bloqué par ça, alors que quand tu es entrepreneur, tu as d'autres problèmes, attention, hein, et on va y venir après, parce que les gens pensent que l'entrepreneuriat, c'est juste magique et trop bien, alors que c'est beaucoup de sacrifices. Mais en étant salarié, j'avais ce truc-là de vouloir faire des choses avec ma vision, et j'arrivais pas à le faire. Donc ça m'a aussi poussé à entreprendre. Je pense qu'effectivement, à un moment donné, quand tu as une âme de leader, d'accord, et que tu es effectivement salarié comme moi je l'ai été, tu sens que tu es limité. Tu sens qu'il faut toujours, en fait, par exemple, demander l'autorisation de faire telle ou telle chose. C'est vrai. Et que tu n'es pas vraiment libre, in fine, tu vois. C'est vrai que dans la société dans laquelle on vit, souvent, on va promouvoir cette fameuse sécurité, la sécurité de l'emploi, soi-disant. Et donc, les gens vont être conditionnés à rester juste dans un emploi, sachant qu'ils ont peut-être, tu vois, le talent, même, je dirais, le potentiel de faire de grandes choses, en tout cas plus de choses, mais ils vont juste rester dans un cadre, dans une boîte, comme on dit. Hein. On travaille dans une boîte, entre guillemets, parce que, justement, ils ne vont pas avoir le courage, peut-être que toi, tu as eu, de se dire, écoute, il est temps pour moi de prendre mon envol. Tout simplement. Mais c'est ce que je me suis dit, ouais. Et si j'ai réussi à faire telle ou telle chose dans telle ou telle boîte, c'est que j'ai la capacité également de le faire, pourquoi pas pour moi aussi. En fait, tu as totalement raison. Et moi, j'ai eu une chance, en fait. Il y a eu une chance, c'est que la boîte pour laquelle je travaillais, elle a eu un coup dur à un moment donné. Et du coup, ce coup dur-là, c'est le déclic qui m'a fait partir. Heureusement qu'il y a eu ce coup dur. Mais je savais qu'un jour ou l'autre, de toute façon, j'allais entreprendre et devenir un véritable entrepreneur parce que ça me plaisait. Et je te parle pas de moi en train de regarder des infopreneurs et de rêver d'être entrepreneur. Je te parle de moi dans mon cœur quand je suis chez moi, où je veux faire ce projet-là, je veux monter une boîte, je veux construire un programme qui cartonne sur YouTube. C'est des idées que j'ai depuis que j'ai, je pense, 15 ans. Wow. D'ailleurs, je vais te raconter un truc, et ça, c'est la vérité. ML Prod, le nom ML Production France, c'était mon mot de passe ML Production. ML, c'est mes initiales, en fait. Malo Lucas, production, parce que production. ML Production, c'était mon mot de passe de tous mes réseaux depuis que j'ai 15 ans, 16 ans, parce que ça a toujours été en moi ML Prod en fait. Donc
T'avais Ouais. déjà la vision. T'as toujours eu la Ouais, vision. je pense que j'ai toujours eu la vision. Alors là, ma vision, elle a changé parce qu'après, tu sais, en général, quand tu commences un projet, c'est jamais les grandes idées que tu as au début que tu crées une boîte, c'est jamais ce que tu vas faire. Enfin, en général, tu vois. Moi, je sais que mes ambitions, elles ont changé. Je suis plus sur le même créneau que ce que je voulais faire à la base parce que tu t'apprends de toi-même aussi. Tu sais, quand tu entreprends, tu vois tes forces, tes faiblesses. Tu comprends aussi le côté business parce qu'il y a deux choses. Il y a la passion. Lucas Malo, producteur, avec sa vision, ce qu'il a envie de faire avec ses clients, avec ses talents. Et il y a le côté business où tu as des charges. Donc, du coup, si ta société elle a beaucoup de charges, il faut faire du chiffre d'affaires. Et si tu n'en fais pas, tu meurs. Yes. Donc, t'as deux... moi, j'ai deux vies. J'ai deux casquettes totalement différentes les unes des autres. On est d'accord. Et ça, c'est important d'en parler aussi. Parce que moi, je l'ai compris qu'il y a un an, ça, tu vois, par exemple. Ça fait qu'un an que j'ai compris qu'il y avait le côté CEO et le côté... je dirais producteur passionné, quoi. Yes. Et c'est important de le mettre en avant, effectivement, parce que souvent, quand on ne le réalise pas, on peut très vite se mettre des bâtons dans les roues ou alors complètement négliger la gestion, tu vois, d'une entreprise. Ouais. Surtout qu'en plus, toi, étant donné que tu as quand même un studio de production, quand même, voilà, comme tu as dit, il y a des charges, il y a des loyers, il y a des salaires à payer, il y a également tout le matos. Les gens ne se rendent pas compte. Non. Mais faire un studio de production, entre les caméras, les Ça micros, coûte très cher. ça coûte énormément, tu vois. Et donc derrière, s'il n'y a pas, on va dire, le cash qui rentre, comment tu fais pour payer tout ça? C'est ça, le cash. Comme tu dis, aujourd'hui, j'ai une société, donc il y a les salaires à payer, il y a les loyers, il y a les charges, il y a les assurances, il y a les voitures, il y a plein de charges, mais pas parce qu'on veut charger la société, parce qu'on a besoin de ça pour travailler, tu vois. Oui. Et aujourd'hui, tant mieux, on se développe et c'est génial ce qui se passe. Mais derrière, ça met une pression. Et en réalité, cette pression-là, c'est une pression que j'ai jamais vécue de ma vie parce que en tant que salarié, t'es un peu frustré quand ta patronne, elle te fait une crise. Non mais Lucas, attention, ça c'est pas normal. Putain, nanana. Et moi, je me suis dit, mais elle est ma patronne. Mais en fait, ma patronne, elle était trop gentille avec moi en fait. Okay. Elle était trop gentille. Là, tu réalises finalement. Mais je réalise la pression, mais bien sûr, mais évidemment. Et puis j'étais pas à ça, tu vois, là aujourd'hui je commence à être, je pense, sur le même terrain parce que je commence à avoir de plus en plus de salariés, etc. Mais je pense que quand tu as beaucoup de pression, c'est compliqué à gérer, quoi. Et je trouve que la passion, elle s'enlève aussi, tu vois. C'est vrai. C'est important d'en parler. Moi, je te donne un exemple, mais j'adore produire, j'adore allumer une caméra, j'adore faire du montage. Aujourd'hui, ça fait 1 an que je monte plus, je fais plus de montage moi-même. Pas parce que j'ai pas envie, mais parce que j'ai pas le temps. Parce que mon temps, c'est de l'argent. Parce que si je perds trop de temps à faire une après-midi de montage pour un podcast, une après-midi, moi, je peux aussi être bon ailleurs. Enfin, tu sais, ton mindset, il change et tu apprends ce que c'est la règle des priorités, en fait. Exactement. Tu es obligé de l'apprendre. Alors, au début, tu te plantes. Moi, j'étais trop nul en ça. Moi, j'étais capable de faire il y a encore 1 an et demi, des fois, je faisais des montages pour mes clients pendant une journée, genre... mais je peux plus parce que c'est pas rentable. Yes. Aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, effectivement, tu as pas mal de responsabilités. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'il est intéressant de mettre en avant parce que souvent, on pense que parce qu'on est passionné et qu'on a envie d'entreprendre, ça va bien se passer et que, entre guillemets, on va juste rester focalisé sur notre passion. Sauf que si tu restes focalisé sur ta passion, juste ta passion, tu vas finir fauché. Tu finis fauché ou alors tu restes auto-entrepreneur et puis tu crées pas une boîte. En fait, maintenant, j'ai compris la différence entre créer une entreprise, une structure et être auto-entrepreneur. Tu as des gens qui se disent entrepreneurs alors qu'ils sont simplement eux-mêmes seuls à gérer, sans équipe, sans prestataire, sans personne. Dans ce cas-là, tu restes un auto-entrepreneur et c'est très bien. C'est pas mieux d'être auto-entrepreneur que chef d'entreprise. Tu as des entrepreneurs qui se font 15-20 000 euros de salaire, tu as des chefs d'entreprise qui se font 2 000 euros de salaire. Tu vois, donc ça ne veut rien dire. Tout dépend après de la vision. De la vision, de ce que tu veux faire. Moi, je sais que je veux Exactement. impacter. Je veux créer la meilleure agence de création de contenu en 2026. En fait, de là à 2030, j'aimerais ML Production France, créer mes studios. Donc, j'ai créé aussi Prime Studio et en faire partout en France et créer comme des studios de création de contenu de partout, mais pas uniquement de podcasts. Mais ça, je t'en parlerai après, mais parce que j'ai une vision et c'est pour ça que je fais tout pour y arriver. Mais en réalité, je pourrais aussi rester en auto-entrepreneur, facturer mes clients sur mon auto-entreprise et tout serait mon salaire, quoi, entre guillemets. Bon, j'aurais peut-être 30% à payer d'URSSAF, mais c'est génial, quoi. Voilà. C'est une question de vision. Mais il y a deux choses. Il y a, comme tu dis, la passion et gérer le business. Et si tu ne sais pas gérer le business, savoir ce qui rentre tous les mois dans ta société, ce qui en sort, et se poser minimum, moi je me pose minimum une à deux journées sur le côté business et stratégie, ce que je ne faisais pas avant. Et aujourd'hui, c'est dans mon planning. C'est genre, je suis obligé de passer par là parce que ma passion, elle est bien belle et tout, mais elle coûte cher parce qu'aujourd'hui, on a des grands studios, on a comme tu dis, de l'investissement au niveau du matériel, on a
on a des équipes, donc voilà, ça représente beaucoup de frais et t'as raison, sinon ta boîte elle coule en fait, si tu sais pas gérer la boîte. C'est vrai. Donc aujourd'hui, ML Prod accompagne des talents, des personnalités publiques dans leur personal branding, mais également leur image de marque. Exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de personal branding. Pour toi, c'est quoi ta définition du personal branding ? Pour moi, la définition de personal branding, c'est de créer une marque personnelle, c'est-à-dire toi-même en créer une marque. C'est-à-dire Lucas Malo, ça devient une marque et les gens s'attachent à moi au lieu de s'attacher à ML Production. Et c'est exactement moi ce que j'ai réussi à faire pour moi quand j'ai développé ma boîte. En fait, le terme personal branding, je ne le connaissais pas il y a 2 ans et demi. Moi, je mens pas. Je ne dis pas que ça fait 10 ans que je suis un expert du personal brand, que j'ai fait des grandes études dans le marketing et tout. Ce que je dis, c'est que j'ai appliqué toutes les règles du personal branding sans le savoir. Moi, quand j'ai démarré ma boîte, j'ai utilisé pas le nom ML Production, j'ai utilisé mon nom Lucas Malo. Et je me suis tout de suite mis en tant que producteur. Et ça a marché parce que quand je contactais les gens, je me présentais en tant que producteur. Je faisais du name dropping, c'est-à-dire j'utilisais le nom de mes talents pour dire, voilà, moi aujourd'hui, je gère un tel, et c'est grâce à moi qu'aujourd'hui, un tel ont développé leur chaîne YouTube. Donc les marques s'intéressaient de plus en plus à moi. En fait, j'ai utilisé mon nom, ma marque. Et j'ai commencé aussi à créer du contenu. Parce que tu sais, les gens, sur le personal branding, ils pensent que c'est juste créer du contenu sur Instagram. Alors oui, c'est une strate qui fait partie du personal brand parce qu'on vit en 2026 avec son temps. Mais le personal branding, c'est aussi écrire un livre. En fait, c'est plein de petites choses comme ça qui vont te permettre de construire une marque. Mais comme une marque, la marque, elle marche parce que tu fais du marketing sur les réseaux sociaux, mais parce que peut-être tu fais de la pub en télé. Peut-être que aussi tu as des affiches de ta marque dans le métro. En fait, c'est plein de petites stratégies qui créent l'image de marque. Et le personal branding, c'est la même chose chez une personne. Donc pour moi, la définition de personal branding en français, c'est de créer, de mettre en place les mêmes stratégies, exactement les mêmes pour une marque, je dirais une marque, une entreprise, mais pour toi, avec ton nom propre. Voilà, pour moi. Et selon toi, est-ce que les entrepreneurs, en 2026 ou même dans les années qui vont arriver, devraient vraiment mettre le focus sur leur personal branding ? Et comment, selon toi, le personal branding est un levier puissant pour notamment augmenter son chiffre d'affaires en tant qu'entrepreneur ? Évidemment qu'ils devraient le faire. Pourquoi ? Parce que je dis toujours, et c'est l'argument qui tue, mais qui est vrai. En fait, si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. C'est-à-dire, c'est vrai cette phrase-là. Si toi, Oureille, par exemple, t'es coach en vente et tu aides les entreprises à faire plus de chiffre d'affaires, des femmes comme toi ou des hommes comme toi, il y en a peut-être une centaine en France avec ton expertise, tu vois. Mais toi, tu as investi dans ton personal brand. Donc, du coup, les gens te voient et tu développes ta visibilité. Donc, du coup, les clients, non seulement tu es forte, mais en plus, ils ont confiance en toi parce que tu crées une confiance avec eux. Moi, aujourd'hui, je te donne un exemple. Les gens me contactent pour travailler avec moi sans me connaître. Non, mais on te connaît déjà, Lucas, on a vu tout ce que tu faisais, mais t'es incroyable. Mais on signe quand ? Tu vois, mais c'est vraiment je te jure, les gens me disent ça. Et c'est vrai, je le vis vraiment. Parce que ils ont été touchés par ce que je propose sur mes réseaux. Ils ont senti peut-être une sensibilité, une authenticité. Mais je peux pas mentir là-dessus parce que même là, quand tu parles, ok, il y a des caméras, il y a des trucs, mais je suis vrai, t'es vrai. Donc on est vrai, les gens, ils ressentent ça. C'est comme quand tu rentres dans une pièce, tu sais si la personne elle est un peu hypocrite ou pas, ou tu sais si elle est bizarre, ou tu sais si elle ment. C'est ça en fait, le personal brand, c'est te montrer intelligemment, parce qu'on montre que ce qu'on a envie de montrer. C'est ça la strat aussi, c'est quand on parle de stratégie, mais on montre la vérité. Et les gens s'attachent à toi. Donc oui, bien sûr que les entrepreneurs devraient tous le faire. Après, ça dépend si tu travailles, même un boucher, tu vois, qui a une boucherie, il doit le faire en fait, tu vois. Il doit montrer que le matin, il se lève à telle heure, qu'il va récupérer, je prends l'exemple d'une boucherie, mais ça peut même être un boulanger, qui va faire son pain à 7h du matin. Le fait de le montrer sur les réseaux sociaux, peut-être qu'en achetant ta baguette, tu vas comprendre tout le travail qu'il y a derrière. Donc, tu montres les backstage de ton business, tu montres ta façon de penser. Tu vois, par exemple, c'est ça aussi. C'est montrer... Alors, je te parle pas du bord politique, mais de montrer un peu quelles sont tes valeurs. On parle pas de politique en général en personal brand. Les gens ne se mouillent pas trop parce qu'il faut éviter. De toute façon, il faut éviter de partout. Les sujets qui J'ai envie de fâchent. te dire. Politique. Parce que vu ce qui se passe dans le monde entier, il vaut mieux pas parler de politique. Tout ça. Moi, j'en parle pas. Mais j'en parle avec mes amis proches, avec ma famille, avec les gens que j'aime, mais avec mes clients et tout, j'en parle pas parce que ça regarde personne. Mais en revanche, avec mes clients, ce que je dégage et ce que je leur parle, c'est ma vision, ce que j'aime pas. Mais sur moi, je. Il y a une espèce d'ego trip quand je te dis ça, tu vois, les gens ils peuvent se dire mais attends, mais le mec il se prend pour qui en fait, tu crois que t'es une star? Non, t'es un entrepreneur. Non, je suis pas une star. Je gère des stars, oui. Moi, je ne suis pas la star. En revanche, je suis obligé d'exister parce que si je n'existe pas, déjà moi j'ai un truc, c'est que je travaille dans l'image. Donc
évidemment, il faut que j'ai une image à la hauteur, parce que je représente des personnalités publiques, donc moi, d'autant plus. Mais même quelqu'un qui n'est pas dans ce milieu-là, il a besoin de tenir la route face à ses concurrents en termes d'image de marque, tu vois. Enfin, pour moi, enfin là, je pourrais t'en parler des heures, mais c'est hyper important de développer son personal brand, bien sûr. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais... Ouais, clairement. Je pense qu'aujourd'hui, dans tous les cas, les gens n'achètent pas ce que tu fais, mais les gens achètent qui tu es. Et ouais, elle est très belle, cette phrase. C'est vrai que moi, ça, je l'ai compris très tôt, en fait, tu vois. Parce que même quand j'étais finalement salariée et que je travaillais pour des entreprises, je me suis rendu compte très vite que ma personnalité, c'est ce qui faisait que les gens achetaient mes services. Que je proposais notamment. Donc, une fois de plus, si tu es entrepreneur, bien évidemment que tu comprends que oui, les gens n'achètent pas ce que tu fais, mais vraiment qui tu es. Donc, plus tu travailles finalement sur qui tu es, plus tu mets en valeur également et en lumière ce que tu es d'un point de vue humain, pas juste tes services. Et je pense que moi, pendant longtemps, quand je me suis lancée au début, j'ai fait cette erreur-là, de parler que de mon expertise et de pas parler de qui est Houreye au-delà de la casquette d'experte en vente. Et quand j'ai commencé justement à parler de moi, quand j'ai commencé à parler de mon histoire, quand j'ai commencé à parler de ma vision du monde, tu vois, de l'entrepreneuriat, etc., du business, là, j'ai commencé à connecter beaucoup plus avec mon audience. Et là, j'ai commencé à voir que les gens, en réalité, ils avaient envie de comprendre qui je suis au-delà de cette casquette, une fois de plus, d'experte en vente. Mais tu sais que moi, j'ai un problème avec les... Alors, ça va être très fort ce que je dis. Yes. J'ai un vrai problème avec les infopreneurs, moi. Vraiment, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que les infopreneurs qui te parlent de « je vais te montrer comment gagner 40 000 € en moins de 24 heures avec cette stratégie, commente, nanana », je trouve que c'est... Oh là là, c'est lourd. Putain, c'est lourd, quoi. C'est ça, je trouve qu'on y croit. C'est même plus crédible. Il y en a tellement. C'est vrai. Il y a tellement de contenu. En fait, ils ont noyé le bateau. Tout le monde fait ça. Tout le monde a son podcast. Tout le monde a son formation call to action sur YouTube. Les gars, venez, on innove. Venez, on crée des concepts. Venez, si vous voulez, venez avec moi. Moi, je vous explique un peu. Je vous donne des idées. Mais en fait, Houreye, le problème des infopreneurs, c'est pas... Il y en a qui sont très bons. Il y a des entrepreneurs qui sont très bons entrepreneurs qui vont réellement t'apporter quelque chose et qui ont des formations de dingue et qui vont vraiment t'aider. Bien sûr que ça existe. Je te dis pas le contraire, c'est pas tous du bullshit. Mais comme tu as beaucoup de bullshit à côté, et ben du coup, tu mets tout le monde dans le même panier. C'est comme moi, quand je travaille avec les influenceurs, on parlait d'influx voleurs. Tu sais, il y a eu le fameux scandale avec Booba et les influenceurs. Et malheureusement, moi je te le dis, et tu me crois ou tu me crois pas, mais moi je travaillais avec les influenceurs et oui, il y en avait où c'était la merde, et c'était des merdes, et ils faisaient des placements de produits de merde, mais il y en avait qui respectaient leur communauté et qui étaient bons avec leur communauté, et on a mis tout le monde dans le même panier. C'est vrai. Et du coup, ça a détruit un marché, et moi je l'ai vu. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer avec les infopreneurs, où tu as tout le monde, c'est fort ce que je dis, hein. Peut-être qu'on va se faire un peu lyncher parce que je sais que beaucoup de gens qui te regardent en plus sont des infopreneurs, mais si vous comprenez mon discours, je suis pas en train de dire que c'est pas bien d'être infopreneur, je le suis aussi, puisque je suis entrepreneur et je partage du contenu. Ce que je dis, c'est que tout de suite, mettre ta formation en call to action, c'est trop dur, c'est trop agressif pour moi. Les gens, ils te contactent. Moi, les DM que je reçois, je vends pas de formation et tout, mais même si j'en vends, c'est ok. Mais les gens me contactent vraiment parce qu'ils s'attachent à moi et ce que je leur propose. Et de temps en temps, bien sûr, que je montre ce que je fais. Des backstage, quelles sont mes personnalités avec qui je travaille. Bien sûr, c'est important, ça fait rêver aussi. Mais faut pas être agressif avec ton audience. Et je trouve que ça, les gens l'ont perdu. Tout le monde fait ses scripts ChatGPT, on lit, on sait même plus ce qu'on dit. Moi, ça me fait un peu, ça m'angoisse un peu tout ça. Remettre un peu d'humanité dans tout ça. Ouais. En fait, t'as tout résumé. Ouais. C'est ça, pardon, j'ai parlé 1 heure, mais c'est exactement ça. C'est juste être vrai, montrer que l'entrepreneuriat, c'est pas magnifique, parce que même si t'as fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, des fois, t'es en galère aussi. Faut arrêter de mentir, faut arrêter de... Et quand tu regardes certains infopreneurs, t'as l'impression qu'ils réussissent dans tout, que tout est parfait. Et toi, quand tu veux lancer ta boîte à côté et que tu démarres, tu pleures, tu es frustré. C'est challengeant. Beaucoup plus challengeant qu'on le pense. Bah oui, tu te dis non, mais attends, soit il ment, ou soit c'est moi qui suis nul. C'est ça. Et en fait, et souvent, les gens vont remettre en question qui ils sont. Abandonnent, au lieu de remettre en question qui ils sont eux. Tu vois, au lieu de remettre en question le modèle qu'ils observent. C'est vrai. C'est une réalité. Et ça, je vais te dire un truc, Houreye, moi, je me compare jamais aux gens. Je vais me comparer à mes concurrents en disant ah ouais, ça c'est sympa ce qu'ils font, nous on n'est pas à la hauteur là-dessus. Et ça va me challenger. Ça, c'est ok. Mais je me compare pas à d'autres entrepreneurs dans leur manière de faire ou leur chiffre d'affaires parce que déjà ça fait mal à la tête de se comparer, mais même physiquement. En fait, se comparer aux gens, tu seras toujours malheureux. Oui, tu vois, il y aura toujours des personnes qui seront beaucoup plus avancées que toi. Donc si tu commences à te comparer, c'est un jeu qui se termine jamais. Bah oui, mais en tout cas, la création de contenu, c'est beau. Instagram, c'est beau. Créer du contenu, il faut en faire.
mais intelligemment. Tu vois. Intelligemment. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne justement qui là, peut-être s'est lancée dans le jeu de la création de contenu, mais voit vraiment que ça prend du temps à développer une audience, ça prend du temps à développer son personal brand, ça prend du temps à avoir vraiment connaître quel est l'angle qui fait que mon audience va résonner. Moi, j'ai pas mal de clients qui me disent écoute, Oureille, voilà, je poste du contenu, on m'a demandé de poster du contenu, mais franchement, c'est compliqué. Les gens n'interagissent pas, j'ai pas beaucoup de likes. Mais parce qu'ils sont pas marketeurs, ils etc., sont pas producteurs ni réalisateurs. C'est pas des créateurs de contenu, les entrepreneurs. Soit il faut qu'ils se fassent accompagner par des experts comme moi, par exemple, ou soit il faut qu'ils se forment à ça. Tu peux pas, je sais pas, demain, tu es électricien, tu veux lancer ta boîte d'électricité. Bah, tu vas pas dire bah attends, je vais aller chez le client direct, je vais tester, paf. Bah non. Non, mais je te donne une image, mais c'est pareil pour créer du contenu, c'est un véritable métier. C'est-à-dire il y a des techniques, il y a des strates. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Claude, avec ChatGPT, avec Gemini, tu peux... Tout le monde s'improvise voilà, créateur de contenu. tu peux te débrouiller, mais de toute façon, ils donnent les réponses, 80%, c'est les mêmes à tout le monde. Donc, en fait, tu restes dans un tunnel. Alors qu'il y a plein d'autres choses à faire. Il faut faire parler sa créativité. Tu as des entrepreneurs qui ne sont pas créatifs. Tu as des entrepreneurs qui sont très bons en business, en chiffres, en rentabilité, mais qui ne sont pas du tout créatifs. Comment veux-tu demander à quelqu'un qui n'est pas créatif de créer du contenu ? C'est pas son truc. Donc, il faut savoir s'entourer. Mais j'avoue que quand tu démarres, tu n'as pas le budget pour t'entourer. Et ça, c'est une réalité. C'est vrai. Moi, au début, maintenant, j'ai les moyens de me payer mes services. Tu t'es déjà posé la question si tu as les moyens de te payer tes services ? C'est vrai, ça. C'est une bonne question à se poser. Non, mais c'est vrai. Moi, quand j'ai commencé à faire mes offres, je ne pouvais pas me payer mes services. C'est-à-dire, je vendais quelque chose, mes prestations, qui coûtent un certain prix. Et moi, je me suis dit, mais moi, avec mon salaire, je pourrais pas me payer ça. Alors que c'est moi qui produis, tu vois. C'est quand même marrant. Et du coup, tu es allé cibler des clients qui ont le budget pour te payer. Parce que souvent, en fait, on pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, tout à l'heure, je faisais justement un contenu par rapport à ça, qu'il faut pricer petit, qu'il faut avoir des petits clients parce qu'on démarre. Or qu'en réalité, tu peux démarrer, mais avec des clients qui ont le prix pour te payer tes prestations. Mes clients, c'est ça. C'est pas, par exemple, monsieur et madame tout le monde qui vient de démarrer et qui est auto-entrepreneur, entre guillemets. J'ai rien contre les auto-entrepreneurs, bien évidemment. On l'a tous aidé. Je pense qu'on a tous commencé par là. Mais je veux dire, tu vas aller voir vraiment des personnes qui, eux, l'argent, c'est pas un problème pour eux de payer. Bah oui, bien sûr. Mais même des gens qui ont beaucoup d'argent, des fois, c'est un problème pour eux de payer. Donc, enfin, non, mais c'est vrai. Des fois, t'as des gens qui sont blindés et qui... Ah ouais, quand même, ta prestation. Non, mais je rigole, mais t'as raison, bien sûr. En fait, il faut cibler ses clients. Moi, quand j'ai démarré, j'ai eu de la chance, j'avais du réseau. J'avais des gens que je connaissais dans mon téléphone. Il suffisait d'être un petit peu intelligent et de faire marcher mon expertise, ma passion avec le côté business. Et après, les gens ont amené les gens. Et mon personal brand m'a amené des gens. Comment d'ailleurs t'as trouvé ton premier client ? Bah, mon premier client, c'était Laura Lampica. Et en fait, elle était influenceuse. Quand j'étais salarié, elle était influenceuse dans la boîte où j'étais salarié. Et un jour, elle m'a appelé elle-même. C'est pas moi qui l'ai démarché. Et elle m'a dit, Lucas, je sais que ta passion, c'est la vidéo. Est-ce que tu peux me produire des vidéos pour ma chaîne YouTube ? Non. Est-ce que tu peux me monter des vidéos pour ma chaîne YouTube ? Donc, c'est pas pareil monter et produire. Au début, j'étais monteur. Mais après, c'est moi qui faisais la miniature, le titre. C'est moi qui faisais également aller chercher des marques, des sponsors. C'est moi qui... Et je me suis dit, OK, je vais chercher l'argent. Elle en gagne. Je lui fais sa miniature. Je lui fais ses call to action. Je lui fais ses titres accrocheurs. Je lui fais ses bandes annonces. En fait, je lui fais tout. Donc, je ne suis pas monteur, là. Je deviens réel producteur. Et j'ai su le dire un jour. Et maintenant, je le dis, je suis producteur parce que ça m'a appris. Mais ma première cliente, j'ai eu de la chance pour le coup, moi. Mais j'aurais pu aussi me contenter que de ça. Parce que j'étais à la fin, au bout d'un mois ou 2 mois, ça rémunérait déjà et j'aurais pu vivre avec ça, tu vois. Et en vrai, non, je me suis dit, c'est là où tu crées une boîte, où tu dis, OK, on va mettre un modèle économique en place, on va le faire x2, x10, x15. Mais si on fait x2, x2, x10, x15, il faut que les équipes suivent derrière. Donc, il faut apprendre à déléguer. Et comment déléguer ? Parce qu'à la base, toi, tu es auto-entrepreneur, tu as le mindset du salarié. Tu as 3 000 euros qui tombent sur ton compte, tu es trop content. Tu as 5 000, tu te dis, mais c'est génial. Et alors, quand tu as 10 000, tu te dis, mais je vais chez Louis Vuitton, tu vois. Tu te dis, mais c'est waouh. Et en réalité, aujourd'hui, l'argent ne me fait plus rien. Quand je reçois des gros virements de 70 000 euros, de 100 000 euros sur le compte, ça me fait plus rien. C'est-à-dire, je sais que c'est le chiffre d'affaires, mais je sais qu'à la fin, il reste pas grand-chose quand t'as payé tout, tu vois. Donc, mais non, mais c'est marrant d'en parler aujourd'hui, parce que avant, quand je démarrais, j'étais un petit, tu vois, dans le business. Et maintenant, bon, je suis encore un petit, hein, je suis humble, hein, j'ai rien construit de fou. C'est pas moi qui ai inventé ce modèle économique de YouTube, mais en revanche, tout ça pour te dire que, oui, j'ai démarché des clients, oui c'est compliqué, et oui il faut le dire, c'est pas facile d'aller chercher des clients
Quand tu es salarié, tu vas pas chercher ton salaire, tu vas pas chercher la rentabilité, tu vas rien chercher du tout en fait. Non, mais c'est vrai. Tu es un exécutant voilà, et c'est très bien. Les missions qu'on t'a confiées. Voilà. Et à la fin du mois, tu as ton salaire qui tombe. Tu échanges ton temps contre de l'argent. C'est ça. Donc, en tant que salarié, souvent, tu es un exécutant. On te donne des missions et tu dois faire ces missions-là. Et à la fin du mois, bien évidemment, tu es rémunéré pour les missions que tu as exécutées. Mais en tant qu'entrepreneur, tu ne peux pas te permettre d'attendre, d'accord, que les clients tombent du ciel. Donc oui, on peut démarrer avec de la chance, entre guillemets, en se disant que, voilà, je peux faire appel à mon réseau, je peux même regarder dans mon réseau qui fait quoi, ou même parler du fait que voici ce que je fais, je me lance dans ça. Mais à un moment donné, c'est pas suffisant. On peut pas développer une boîte juste en attendant que les clients tombent du ciel, quoi. Mais pas du tout. Mais non, mais c'est clair, tu es obligé d'aller démarcher des nouveaux clients. Yes. Et toi, aujourd'hui, quand tu as décidé d'agrandir ton équipe, c'était quoi la première recrue? C'était quoi ton premier recrutement? Les monteurs. Ok. Les monteurs, pour dégager du temps. Ouais, pour me dégager du temps à moi, parce qu'avant je faisais tout, comme je te disais, quand j'ai commencé avec Laura, je faisais sa miniature, son montage. Ah, par contre, il y a un truc qui... Ah oui, ça je veux le dire juste, c'est très important pour moi de le dire. Aujourd'hui, moi je ne fais plus ces tâches-là. En revanche, je délègue. Mais par contre, quand un monteur me dit non, mais ça on peut pas le faire, comme je suis passé par là, je sais en fait, quand je délègue une mission, je sais exactement comment elle marche. Tout mon modèle, je le connais. Alors, pas tout. Genre maintenant, j'ai un comptable qui me fait des bilans. Non, ça, je ne sais pas faire, par contre. Mais je veux dire, dans mon modèle, dans mon expertise, je connais tout. Dans ton métier, je sais exactement installer une caméra. Des fois, d'ailleurs, je délègue, mais des fois, ça m'arrive de faire de l'opérationnel. Là, aujourd'hui, toute la journée, j'ai fait de l'opérationnel. Parce que les gens ont fait le pont, c'est férié, donc il n'y a personne au bureau. Et ça m'arrive de faire de l'opérationnel, mais je sais tout faire. Et pour moi, c'est hyper important de savoir faire beaucoup de choses dans ta boîte et dans ton modèle. Tu peux pas savoir tout faire. Maintenant, je fais du motion design, je sais pas le faire, mais la base, le B à base, je sais le faire. Et ça, c'est important parce que quand tu délègues, tu as besoin de comprendre ce que tu délègues pour pas te faire tuer, en fait, pour pas te faire... Je confirme. Tu vois ? Moi, souvent, j'aime bien dire, toujours déléguer ce que tu maîtrises. Voilà, c'est ça. Parce exactement. que si tu maîtrises pas, effectivement, le jour, par exemple, où ton opérateur n'est pas là, tu fais comment ? Tu es bloqué. Tu vois ? Exactement. Or que si tu sais le faire, si ton opérateur n'est pas là... Tu sauves le coup. Tu sauves le coup. Tu vas pas dire, bon, désolé, les amis, aujourd'hui, mon opérateur n'est pas là, gênant. Donc, on va devoir reporter. Ouais. Non. Non. Mais pour te répondre, ma première recrue, ça a été prendre des monteurs. Ok, super. Donc, tu as eu déjà le mindset de comment je fais pour me libérer du temps. Et je pense que ça, c'est très bien à se demander en tant qu'entrepreneur. Concrètement, si je suis la personne qui fait tout dans mon business, en fait, je suis juste l'esclave et le salarié de mon propre business. Donc, à un moment donné, pour passer à un autre niveau, il faut se faire, il faut agrandir son équipe et il faut se faire aider. Il faut avoir cette humilité de se dire que même si je sais tout faire, je ne peux pas tout faire. Il faut que je priorise mais le là problème, où je mets mon focus et mon énergie. Mais tu as totalement raison et je te rejoins. Et évidemment, bien sûr que si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai su déléguer, hein, évidemment. Mais en revanche, tu as des gens qui n'ont pas envie, en fait, parce que mais ça coûte de l'argent. Mais attends, mais à la base, elle me paye 4 000 € par mois. Mais du coup, là, si je délègue, je vais devoir sur les 4 000 lui donner 2 000. Donc, attends, mais c'est pas possible, non ? Et tu sais, il y en a, ils pensent comme ça. C'est vrai. Mais ils n'ont pas compris que oui, mais si tu fais ça, c'est-à-dire que tu peux prendre 10 clients comme ça, faire 2 000, et tu peux gagner 15 fois plus, ça en fait. Ça devient exponentiel. Bah c'est ça, mais les gens ne le comprennent pas. Moi, j'ai investi, tu sais que pendant 1 an et demi, je vais te faire une confidence, pendant 1 an et demi, je me payais pas. J'avais le chômage parce que du coup, quand j'ai quitté mon travail en tant que salarié, j'avais fait une rupture conventionnelle, donc je vivais avec le chômage. Après, mon chômage s'est arrêté au bout d'1 an et 2 mois, 3 mois. Après, je me payais genre 1 200 € par mois et j'avais des salariés qui étaient payés 1 800, 2 000. Tu vois le délire ou pas ? Ouais. Et mon comptable, il me faisait des crises. Il me disait, mais tu te rends compte, c'est ta boîte, et tu payes. Et il y a des gens, mais attends, t'es stagiaire dans ta boîte. Et je leur disais, non, je veux bien mettre les équipes avec qui je bosse, je veux bien les mettre. Ouais. Gars, je veux bien les mettre. Ils vont être loyaux avec moi parce qu'ils m'aiment bien, parce qu'ils sont loyaux, mais parce que aussi je les paye bien. Tu vois, c'est ça le secret. Ouais, bien sûr. Aussi, tu vois, faut savoir bien payer les gens. Et moi, je les paye bien. Et ça, c'est important de pouvoir investir avant de gagner. Et là, la boîte, elle est à peine, je te dis la vérité, au bout de 2 ans et demi, rentable pour que je puisse me payer un salaire convenable de patron. Mais ça fait 2 ans et demi que je me sacrifie. J'étais encore en colocation il y a 1 an et demi parce que pour réduire mon loyer. Enfin, tu vois, genre, j'ai une vie où les gens se disent, mais le mec, il part à Dubaï, il part à New York, il part là, et il est en coloc, genre, il n'arrive pas à payer son loyer. Bah ouais, mais je fais des sacrifices, mec, et je te mens pas. Et là, j'ai pas honte de le dire, tu vois, genre, c'est vrai. Et oui, c'est la vérité. Je suis pas riche.
ma boîte, elle commence à l'être, et moi, peut-être je commencerai à l'être un jour, mais c'est des sacrifices. Yes. Et ça, il n'y a pas tout le monde qui est prêt à le faire. C'est Je pense vrai. que pour entreprendre, il faut, ok, être passionné, ok, être bon, ok, savoir gérer le business, ok, savoir déléguer, mais il faut savoir investir de l'argent, il faut savoir Ah oui, se clairement. mettre en retrait. Je sais pas toi ce que t'en penses, Non, mais moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et je pense que ça, les gens le minimisent. Et c'est pas étonnant, pour moi, en tout cas, cette stat de l'INSEE qui nous dit que 7 entreprises sur 10 mettent la clé sur la porte dans les 5 premières années. Parce que souvent... 7 entreprises, Ouais, arrête. tu vois, c'est énorme. Donc déjà, si C'est tu énorme. dépasses le palier des 5 années, bravo à toi, d'accord. Je crois que sur 10 ans, Grave, on je peut crois qu'il y a applaudir. 9 entreprises, enfin, il y a une entreprise, pardon, sur 10 qui reste vraiment et qui dépasse les 10 ans, tu vois. Donc ça, c'est les 10 ans d'activité, c'est une vraie réalité. Mais c'est énorme, ta stat là, c'est plus de 60% de des... 70% des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat mettent la clé sous la porte dans les 5 premières années. Ouais, c'est ça la triste réalité. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, c'est challengeant, comme on l'a vu, de créer une entreprise. Et quand tu commences à grandir, on va dire, à agrandir l'entreprise, tu as beaucoup de charges, tu vois. Et effectivement, chiffre d'affaires ne veut pas dire bénéfice, les amis. Tu vois. non. Donc, il y a ce que tu encaisses, mais derrière, il y a également toute la partie que tu décaisses aussi. Mais ça, que les gens ne le réalisent comprennent pas. tu Non, vois. ils le comprennent pas. Mais même des entrepreneurs qui ont des boîtes, il y en a C'est qui ça. confondent chiffre d'affaires et bénéfice. Exactement. Il y en a, ils reçoivent... moi aussi, quand je reçois, je te dis, un virement de 50 000 euros sur le compte, je pourrais me dire, ah bah canon, C'est je vais la faire un frais de fête, société, yes. on fait un séminaire à New York, les gars, on y va, on se casse. Non mais pas du tout. C'est pas comme ça. Je veux dire, il y a des comptes d'attente, il y a des comptes pour les salaires, il y a des C'est ça. comptes, il y a des capex, il y a des... Il y a pas mal de challenges et des Mais fois, évidemment. effectivement, il y a des retards de paiement aussi. Il y a des clients qui vont mettre plus de temps Ouais. finalement à régler, mais derrière, ils n'ont pas compris que toi aussi, tu as des charges aussi à payer. Et donc, du coup, ça décale tout. Bref, c'est un challenge. C'est un C'est jeu. très complexe. Il faut vraiment s'accrocher C'est un de jeu. rien. Ouais, c'est un jeu. Mais par contre, un truc que tu as dit qui est intéressant, c'est que généralement, dans les premières années, moi, par exemple, j'ai beaucoup réinvesti. Donc, en gros, tout ce que j'encaissais, Ça y est, finalement, je le réinvestissais. Pourquoi ? Parce que je voulais effectivement grandir, tu vois. Et donc, mais ça a marché. et ben ça a fonctionné. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les gens, en fait, ils veulent tout. En fait, Maintenant. Je pense qu'ils veulent tout maintenant. Et ils pensent que le plus important, c'est maintenant. Non, le plus important, c'est pas maintenant. Le plus important, c'est la vision que tu crées. Mais pour créer cette vision-là, il va falloir investir, tu vois. Donc, moi, j'ai investi, par exemple, dans des accompagnements, dans des mentorats, après, dans des masterminds, tu vois. Des sommes à Je 5 sais, on chiffres, s'est connus etc. dans un mastermind On s'est connus d'ailleurs. dans un mastermind, tu vois. Et moi, ça me fait trop rire quand j'entends des personnes qui sont là en train de bégayer, entre guillemets, pour investir, je sais pas, quelques milliers d'euros. Et je me dis, mais comment tu vas réussir si déjà tu es en train de bégayer pour quelques milliers d'euros, carrément, tu vois. bien sûr. Tu sais combien potentiellement j'ai investi moi pour ne serait-ce que, entre guillemets, faire ce que je fais aujourd'hui. Et je pense pas, enfin, je suis pas en train de dire que je suis arrivé quelque part. Pour moi, c'est que le début du jeu. Mais tout ça pour dire Ah, mais que... quand même, t'as eu des beaux résultats sur tes clients. Quand même. Yes, mais une fois de plus, je suis juste en train de m'échauffer, tu vois. Ouais. Ah, j'adore quand tu me parles comme ça, j'adore. On est Ah, à mais la t'as phase de raison. l'échauffement. Mais tout ça pour dire que les gens sous-estiment ça, tu vois. Mais en fait, par contre, c'est comme. Ouais, Une chose vas-y. qui est intéressante, c'est que plus tu vas oser investir, tu vois, dans ton business, dans ton entreprise, dans les personnes qui te font confiance, etc., plus tu vas progresser. Mais bien sûr. Et aussi, je reprends l'exemple de l'électricien qui veut se lancer du jour au lendemain et qui n'est pas formé. C'est la même chose. Demain, tu veux te lancer, tu veux faire une grosse boîte, je sais pas, d'immobilier, il faut savoir vendre. Bah, tu vas appeler Oreille et tu vas te former avec Oreille. Demain, tu veux développer ton personal brand, tu passes par moi. Demain, tu veux ou par d'autres, j'en sais rien. Mais en fait, bien sûr qu'il faut investir et et bien sûr qu'il faut payer pour recevoir. Et ça, c'est un vrai sujet parce que tu as plein de gens. Alors, attends, on va dire quelque chose qui est réel. Ils veulent tout Tu as des gens sans rien qui investir. n'investissent pas trop, qui arrivent quand même. Ça marche de temps en temps. Mais c'est un coup de chance. Ouais, c'est un coup de C'est chance. parce que tu as connu soit le gros client, Ouais. t'étais là au bon moment, soit... Mais en tout cas, tu as beaucoup plus de chances d'y arriver si tu es bien formé, tu investis avec les bonnes personnes et tu t'entoures des bonnes personnes. Et ça, je te rejoins fortement, grave. Clairement. Mm. Et de toute façon, ça prouve également à quel point tu te fais confiance, tu vois. Bah oui. Si, entre guillemets, tout ce que tu encaisses, tu le décaisses juste pour toi, entre guillemets, et tu veux, entre guillemets, vivre ta belle vie, là, à l'instant T, ça veut pas forcément garantir que tu vas réussir sur le long terme, tu Bien vois. sûr. Mais je pense que, moi, quand je regarde bien les personnes qui ont réussi, la plupart du temps, elles vont te dire qu'effectivement, elles ont fait des sacrifices et qu'elles ont investi énormément et qu'au départ, elles se payaient pas, tu vois, parce qu'elles ont privilégié la vision plutôt que le court terme. Et ça, l'entourage est important. Tu vois, moi, quand ma propre mère, attention, que j'aime mais de toute ma vie, ma maman, qui me disait, mais Lucas, tu te payes pas beaucoup, c'est normal, là, bon, je vais pas citer les noms, mais un tel, il est mieux payé que toi, c'est ton salarié, c'est toi le patron, c'est ma mère, tu vois, donc tu te remets en question. Eh ben non, mais en fait, l'entourage est important. Il faut je dis pas qu'il faut que je me désentoure de ma mère, c'est pas ce que je dis. Mais il faut pas que tu parles. Moi, j'ai appris à parler des sujets avec les bonnes personnes. Yes. Moi, par exemple, avec ma mère, je parle de ce que j'ai envie, mais je parle plus de business, de chiffres, de combien je fais, parce que ma mère n'est pas entrepreneuse. Yes. Donc, elle peut pas
entendre ce que je lui dis. Elle peut entendre tout, elle est très intelligente, mais je veux dire, elle peut pas le comprendre parce qu'elle ne le vit pas. Par contre, avec toi, j'ai aucun problème à te dire, bah écoute, t'en penses quoi, toi, Aurel, parce que t'es mon ami et parce que tu comprendrais ce que je te dirais. Et je pense qu'il faut parler aux bonnes personnes. Il faut pas s'entourer de n'importe qui. Bon, là, je parlais de ma mère, c'est le mauvais exemple, mais par exemple, un ami qui va te dire, mais Lucas, mais t'es complètement bête, tu réfléchis mal, t'investis mal. Moi, à ta place, je réfléchis, ouais, etc. Mais t'es fais-le. Pas à ta place, mec. Bah, sinon, tu l'aurais fait, non? T'aurais été à mon niveau, tu vois. Moi, je leur dis toujours. Place, moi, mes potes, je leur dis toujours, je suis très arrogant. Mais sinon, tu aurais été moi, non? Tu sais, des fois, j'ai cette arrogance de dire, bah, mec, par contre, un mec qui est là et qui va me le dire, là, je vais un peu l'écouter, tu sais, je vais me dire, ok, il a réussi. Donc, qu'est-ce que tu écoutes? Hyper important. Et tu sais, t'as vachement l'ego de l'entrepreneur. Ça, on en parle. Je sais pas si t'en parles aussi, mais dans ton podcast, on a déjà parlé avec tes invités de l'ego de l'entrepreneur. L'entrepreneur, il croit savoir tout, il croit qu'il connaît tout, il croit qu'il... Oui, mais moi, je suis patron, oui, mais moi... Oui, mais t'es personne, en fait, parce que t'es 0,0000... Des patrons, il y en a des millions dans le monde, en fait, tu vois, donc c'est pas parce que t'es passé de salarié à patron que tu te la sens plus, que là, ça y est, faut tout péter. Tu te crois supérieur aux autres. Et il n'y a pas de supériorité. Non. Moi, des fois, mon alternante, elle me remet en place sur des sujets marketing, sur des sujets de prod. Non, mais Lucas, mais ça, je t'assure que ça, c'est pas possible. Regarde, c'est comme ça qu'on fait. Et je lui dis, ah, ok. Mais tu sais, je rentre pas dans un débat d'ego. Parce que je suis le patron. Mais non, mais moi, mes tout. équipes, des fois, mes stagiaires, j'ai des stagiaires, ils installent le set, je vais les voir, je leur dis, c'est pas comme ça. Regarde, fais-le. Et des fois, ils me disent, non, mais c'est bon, je vais gérer, t'inquiète. Tu sais, ils sont gênés que je le fais. Mais pas du tout. Genre, c'est bon, le client, il arrive dans 10 minutes. Là, les gars, faut qu'on soit prêts. Yes. On est à la même. Tu vois, on est dans... En fait, moi, je vois ça comme un bateau. Je suis le leader, c'est moi qui tiens le volant, c'est moi qui dirige, parce qu'il faut un dirigeant. C'est le capitaine. Mais, bah ouais, voilà, je suis le capitaine. Mais s'il faut aller ramer avec toi derrière parce que le bateau, faut qu'il avance, bah, je vais y aller, en fait, tu vois. C'est ça. Bon, pas beaucoup de temps, parce qu'il faut savoir déléguer, voilà, parce que voilà, je suis mieux aux commandes. Mais il faut pas avoir cet ego de l'entrepreneur parce que tu peux tout perdre demain. Ouais. Moi, j'ai vu des gens, sans citer des gens, qui ont monté et qui ont beaucoup descendu. Tu vois. Bien sûr. Tu peux tout T'as perdre. des gens qui sont montés très haut et qui très sont haut. redescendus tout aussi vite. Exactement. C'est une réalité. Et donc, j'aime beaucoup cette notion, notamment, de ne pas avoir d'ego. Et moi, je parle beaucoup d'humilité. Tu vois, je sais pas si c'est mes origines qui m'ont transmis ça. Ah, mais tu sais que je te trouve, depuis que je te connais, t'es une personne hyper humble. Quand tu rentres, quand on se voit à chaque fois, t'es très calme, tu parles calmement, t'es posé. Alors que, enfin, je le dis, je sais pas si je peux le dire, mais genre, bah, t'es bien dans ta vie, tu vois. Genre, tu fais du chiffre, t'es épanoui, mais tu le montres pas, tu t'en parles jamais. Et c'est appréciable, tu vois. Parce que, moi, j'en côtoie, qui sont mes amis même, mais des entrepreneurs qui parlent que d'argent, que de chiffre d'affaires, que machin. Ça. Et toi, non. D'ailleurs, pourquoi? Je te pose une question. Bah, c'est vrai que je pense que c'est lié, je pense potentiellement à mes origines, mais vraiment cette notion d'humilité et le fait de se dire que, voilà, moi, je me dis tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Même si je sais beaucoup de choses, mine de rien, tu vois. On parle de 17 ans d'expérience en développement commercial. Je ne connais pas beaucoup, effectivement, qui ont autant d'expérience dans une expertise spécifique. On parle vraiment d'une expertise spécifique. Toi, t'es resté là-dedans. Moi, je suis resté dedans. Je vends depuis que j'ai 18 ans, tu vois, littéralement. Et... je suis entrepreneur depuis quelques années, etc. Mais j'ai toujours cette humilité de me dire que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, tu vois. Et en fait, je suis toujours ouverte, justement, parce que je pars du principe que peu importe qui j'ai en face de moi, cette personne-là peut m'apprendre quelque chose. Moi, j'apprends des enfants, j'apprends d'entrepreneurs, j'apprends des salariés, tu vois. Et il n'y a pas, parce que je suis entrepreneur, parce que j'ai une certaine expertise, je suis supérieure. Je suis supérieure à personne, d'accord. D'ailleurs, tu apprends toute ta vie, on te le dit toujours. Moi, mon père, il m'a toujours dit, de toute façon... sache, Aurel, une chose, c'est qu'on ne finit jamais d'apprendre. Si tu penses que parce que tu as eu ton Master 2, là, ça y est, tu as fini d'apprendre, non, oublie ça. Toute ta vie, tu apprends. Donc, j'ai cette humilité de me dire que, dans tous les cas, je suis un éternel étudiant, d'accord. Et je peux apprendre de n'importe qui. Et finalement, ça me donne beaucoup d'ouverture d'esprit où, si tu me demandes de parler, je vais parler. Mais si tu ne me demandes pas de parler, je vais juste écouter. Parce que j'aime, en fait, écouter les autres, observer, regarder comment un tel Et c'est ça le comporte. secret des fois. C'est ça le secret des fois. C'est juste savoir écouter, pas entendre, écouter. C'est ça. Écouter. Et déjà, il y a un truc, Aurel, aussi, c'est que tu disais, il faut écouter les gens. Et j'ai l'impression, à l'ère de cette génération où je suis le premier concerné, où je passe beaucoup de temps sur TikTok, comme toi, je pense, comme beaucoup de gens, enfin, je sais pas, mais en tout cas, on est toujours dans du contenu de plus en plus rapide, avec l'IA, on réfléchit plus, on va très vite, le mail. Tu sais, des fois, j'écris un mail avec ChatGPT, il m'invente des mots et limite, je crois que c'est normal. Et après, je me remets en question, je me dis non, mais là, il s'est inventé une vie, là, ChatGPT. non, tu vas trop loin. Viens, on reste sur un mail simple. Bon, bref, à cette ère-là, on n'écoute plus les gens. C'est vrai. C'est comme quand je te dis, tu vas bien, Aurel? Ouais, ça va, et toi? Ouais, ça va. Mais est-ce que tu vas vraiment bien? Est-ce que, en vrai, tu sais, si demain tu me dis, je vais pas bien, je saurais même pas te répondre. Et je saurais même pas te dire pourquoi. Enfin,
j'ai l'impression qu'on s'écoute plus. Ouais. J'ai l'impression qu'on a perdu cette humanité C'est vrai. où on ne s'écoute plus. C'est vrai. Et réellement. C'est-à-dire... En plus, quand tu parles d'écoute, excuse-moi de te couper, mais Non, vas-y. quand tu dis à une personne, est-ce que ça va? Et la personne te dit ça va. Mais tu sens que dans le ça va, est-ce que tu arrives à sentir que dans le ça va pas? Tu vois, c'est ça l'intelligence émotionnelle. Bah, c'est ça. Et c'est le fait de dans le feu de l'action, même si t'es entre deux tournages. Moi, des fois, je vois ma meilleure amie, Jessica, elle s'appelle. Je travaille beaucoup avec elle sur les décors, etc. de mes tournages. Elle est tout le temps dans le feu de l'action. Et la dernière fois, on était entre deux tournages très importants pour moi. C'était les tournages de Christina Cordula. Je devais être à l'heure et tout. Et entre deux tournages, entre le tournage de Christina et le tournage de Christina, mais qui étaient dans deux endroits différents, je la vois. Et je lui dis, ça va? Elle me dit, ouais, ça va. Je lui dis, non, viens, s'il te plaît, viens 2 secondes. Je l'ai pris dans la voiture et on a parlé genre 2 minutes. Elle s'est mise à pleurer. Oh. Mais parce que j'ai pris le temps de l'écouter, j'ai pris le temps de parler avec elle et c'était pas grave, ces 2 minutes, fallait que je les prenne. Yes. C'est pas grave. Et je suis arrivé 2 minutes en retard sur mon tournage. Mais c'était ok, Christina n'a même pas vu. Mais prenons le temps quand on peut, parce qu'il y a des fois où on peut pas. Si t'as un avion à prendre, tu ne peux pas. Il y a des choses où tu ne peux pas. Mais prenons le temps d'écouter les gens et prenons le temps si t'es vraiment ami et t'aimes vraiment une personne, que ce soit ton client, ton ami, ta famille, écoutons les gens vraiment. Mais je le redis parce que je veux impacter, tu vois. Je veux vraiment que ça rentre dans la tête des gens où j'ai l'impression qu'on ne s'écoute plus et je trouve ça trop dommage. Yes. Vraiment. Et tu sais, du coup, moi, pour le coup, une de mes forces, c'est justement ma capacité d'écoute. Parce que même quand je parle avec des prospects, des fois au téléphone, ils me disent, mais Ourey, c'est incroyable. En fait, je sens vraiment que tu m'écoutes. Et quand je dis tu m'écoutes, c'est que tu m'écoutes pas d'une oreille. Je sens ta présence. Je sens que tu prêtes attention à ce que je dis. Je sens vraiment, tu vois, ce truc-là. C'est ça le terme. Et je pense que moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai développé. Je pense que c'est, comme on dit des fois, un peu une zone de génie, une zone d'excellence. Ouais. Mais si tu l'as pas, toi qui nous écoutes aujourd'hui, il faut développer ça. Parce que franchement, si tu veux vendre, il n'y a pas plus puissant que de savoir comprendre et écouter l'autre. Ouais. Écouter ton client, comprendre Exactement. ses besoins. C'est ça. Et des fois, tu le processes. Parce que des fois, quand t'as trop de... Non, mais c'est-à-dire Non, mais c'est vrai. Ou alors ton client, quand il te dit ça, au bout de 3 minutes d'appel, tu dois faire ça. Au bout de 10 minutes... Ou les fameux scripts. Tout à l'heure, je faisais un contenu justement où je parlais de... En fait, oublie ton script, mets-le à la poubelle. Mais c'est clair. Tu vois, connecte-toi à l'être humain que tu as en face de toi. Par exemple, là, on est en train de faire le podcast. J'allais le dire, Ourey. J'allais le dire. Je t'assure que j'allais le dire. C'est moi qui suis là en train de t'écouter, toi, Lucas. C'est une conversation de âme à âme, tu vois. On n'est pas en train de regarder le prompteur, etc. On est en train d'échanger. Et c'est ça qui est puissant. Je suis d'accord avec toi. Sur ces valeurs-là, je suis d'accord. Franchement, je suis entièrement d'accord avec toi. Une question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que tu penses de l'idée de faire de la vente en jeu? Waouh! Ah, je m'y attendais pas à celle-là. Est-ce que tu peux répéter ta question? Yes. Qu'est-ce que tu penses de l'idée de faire de la vente en jeu? Parce que comme tu le sais, j'ai développé tout un concept autour du jeu de la vente. Le jeu de la vente. Voilà. Évidemment, ton livre. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de réconcilier les entrepreneurs et les commerciaux avec l'activité commerciale, tu vois, et d'arrêter de faire ça, de faire de l'activité commerciale un non-jeu, mais vraiment d'en faire un jeu où quand tu comprends les règles du jeu, ça te permet de gagner. Et de gagner des vrais billets pour le coup, parce qu'on gagne de l'argent en tant qu'entrepreneur. Je trouve ça très bien parce que je pense que, moi en tout cas, mon business, je le vois comme un jeu. Parce que je trouve ça... En fait, la vente, on a l'impression, des fois, on a peur de vendre, on a peur d'aller chercher. Et si tu le vois comme un jeu, ça dédramatise tout de suite, ça vulgarise. Je sais pas quel est le terme adapté, mais en tout cas, ça te permet de te mettre dans une posture, un mindset de jeu et de OK. Est-ce que un peu comme un Monopoly. Yes. Tu vois un peu l'idée? Ouais. Enfin, tu vois un peu l'idée. C'est moi qui vais apprendre à Ourey si tu vois un peu l'idée. Non. Je vois. Je vois, c'est un peu mon métier depuis 17 ans. Non, mais je trouve ça bien parce que du coup, psychologiquement, ça va mieux et tu arrives mieux à gérer tes émotions parce qu'il y a le côté business, il y a le côté vente. Mais la vente, c'est pas que du business, c'est aussi de l'émotion, c'est aussi de la vérité, c'est aussi croire en ce que tu vends parce que si tu ne crois pas en ce que tu vends, sincèrement, au fond de toi, quand tu es dans ton lit, l'offre que tu crées, moi, c'est simple, hein, l'offre que je crée, j'y crois. L'offre que je crée en personal brand, par exemple, je t'en parle parce que tu la connais, j'y crois parce que moi, je suis passé par là en tant que client, j'ai été client de ma propre offre. Alors, je me la payais pas parce que c'est moi qui la faisais, mais ça a fonctionné. J'ai eu du résultat. Yes. Donc, je crois en ce que je vends. Et... Hyper important. Ça. Mais bien sûr, tu peux pas vendre... Tu sais, non, on dit toujours, un commercial, il te vend n'importe quoi. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Bon, peut-être que toi, oui, je sais pas, mais pour moi, il faut croire réellement et comprendre ce qu'on vend. Et de le voir en jeu, je trouve ça pas mal parce que du coup, tu joues avec plein de choses. Peut-être, je sais pas comment toi est structuré le jeu de la vente. Il faudrait que je lis ton livre d'ailleurs, mais ne m'en veux pas. Je lis rarement des livres. Donc, c'est pas que j'ai pas lu ton livre, c'est que je lis rarement des livres. On va bientôt faire la version audio comme ça, tu pourras. Ah, ça, je l'écouterai, sûr. Ça, par contre, je l'écouterai. Tu vois, pour les clients comme moi, c'est sûr que je l'achèterai. Mais je pense que
le voir en jeu, c'est sympa parce que c'est plus facile à comprendre, je pense. Déjà, la compréhension de la vente, comprendre ce que c'est la vente. Et au-delà de ça, comme je te disais, tu dédramatises, t'enlèves un truc. Les gens, j'ai l'impression, ont peur de vendre, ont peur d'aller prendre l'argent, ont peur de l'argent. D'ailleurs, ils ont peur de l'argent. Ils ont peur de donner leur prix, de mettre des prix à leurs prestations. Ils ont peur, en fait. J'ai l'impression que les jeunes entrepreneurs ont peur au début. Bien sûr. Et toi, je pense Même les plus avancés ont peur. Ils ont peur de relancer un client, ont peur toi, tu le vois même quand tu accompagnes des grosses boîtes. Bien sûr. Il y a toujours, de toute façon, l'être humain est un être, malheureusement, qui a beaucoup de peur. Ouais, c'est vrai, bien sûr. Et je pense que le challenge d'une vie, c'est de dépasser ses peurs au fur et à mesure. Tu vois, non, mais je trouve ça bien, en tout cas, de le faire sous forme de jeu. Ça dédramatise pas mal de choses. C'est ça l'objectif. De ne pas mettre le focus sur l'enjeu, comme beaucoup le font, mais sur le jeu. Parce que quand tu es focus sur le jeu, tu t'amuses. Et finalement, c'est que du bonus. Ah, c'est pas mal, l'enjeu et le jeu, j'avais pas compris, d'accord. Yes. Il y a l'enjeu et le jeu. Exactement. Et là, tu joues et tu t'amuses. C'est ça. Et tu réfléchis pas uniquement à l'enjeu, c'est ça. même s'il est important. L'enjeu est important. Mais quand tu mets le focus sur le jeu plutôt que sur l'enjeu, c'est là que tu gagnes. Excellent. En tout cas, Lucas, j'ai été ravie de te recevoir sur ce podcast. Merci moi aussi. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. Je pense qu'il y a pas mal de pépites pour les entrepreneurs qui nous écoutent là. Merci. Vous avez compris que le personal branding, c'est hyper important. Ça doit être le focus de cette année. Ouais, très important. Vraiment son image de marque personnelle, c'est hyper important et différenciant d'ailleurs. Parce qu'en fait, les gens peuvent copier peut-être ce que tu vas dire, mais les gens ne peuvent pas copier ton identité. Mais bien sûr. Mais c'est ce que je dis à mes clients. Mes clients, je leur dis quand on développe du personal branding, donc on s'occupe de tout, de l'écriture des contenus, de la mise en scène, du tournage, du montage, de la diffusion, la strate de diffusion, on s'occupe de tout. Et en fait, dans le parcours, on va parler d'un sujet et des fois j'ai des entrepreneurs qui me disent non mais ça c'est du déjà vu. Oui non mais c'est du déjà vu, mais avec toi c'est pas du déjà vu, c'est du news, c'est nouveau, c'est une nouveauté. Yes. Donc avec ta personnalité, tu seras toujours unique. Tu vois. C'est ça. Et ça c'est important de le comprendre. Mais bon, en tout cas, oui, il faut miser sur son personal branding. Yes, donc je pense que tu as pas mal de clés pour faire le focus, en tout cas sur le personal brand. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie notamment de te contacter ou de voir ce que tu fais, écoute, de suivre ton quotidien? Sur mes réseaux sociaux, donc c'est Lucas Malo, Lucas sans S, L-U-C-A. Et mon nom de famille, c'est Malo, M-A-L-O-D. Donc voilà. Et donc je suis sur Instagram, sur LinkedIn et également sur Snapchat, lucas.malo. Voilà. Excellent. Je partage mon quotidien. Dans la description. Merci beaucoup. Comme ça, vous allez pouvoir le suivre. Et puis, pourquoi pas prendre ses services si vous avez envie d'aller plus loin. C'est gentil. Merci pour ce que tu dis. Et je voulais aussi te remercier de m'avoir invité dans ton podcast. Ça me fait trop plaisir quand tu m'as proposé. J'étais touchée, je ne m'y attendais pas. Et merci à toi de me faire confiance. Et merci à toi de m'avoir reçu dans ton podcast. Avec joie. Merci à toi pour... Bon, on va continuer avec les merci. Merci à toi. Merci à toi. Coupez les remerciements. Non, c'est OK. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, Oureille. Parce que tu aurais pu la refuser. Ouais, c'est vrai. Mais je l'ai tout de suite accepté. Donc, c'est parfait. En tout cas, j'ai passé un très bon moment avec toi. Moi aussi. Et je suis persuadée que cet épisode va inspirer beaucoup d'entrepreneurs. Je l'espère, on le fait pour en tout cas. Yes. À très vite, Lucas. À très vite. Merci, Oureille. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir regardé cet épisode. J'espère que tu as pris plein de notes parce que comme d'habitude, money makers are not takers. Donc les personnes qui gagnent de l'argent sont des personnes qui prennent des notes. Je t'invite à nous dire dans les commentaires avec quelle pépite tu repars de cet épisode. Parce que je pense vraiment que tu as pas mal de clés qui ont été partagées tout au long de notre échange avec Lucas, qui vont vraiment te permettre, si tu les appliques en tout cas, de faire passer ton activité à un autre niveau. Dans tous les cas, on se retrouve au prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et n'oublie pas, comme d'habitude, pas de business sans vente. À très vite!